Eh bien, c'est l'heure de retrouver Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric, bonjour. Oui, bon matin, Daniel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, ce matin, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, évidemment, le cancer du sein, mais surtout comment prévenir le cancer du sein. Oui, effectivement. Écoute, c'est important de parler des habitudes de vie reliées, en fait, au risque de cancer du sein. Avant, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour, donner quelques statistiques, là, parce que ça permet tout le temps aux gens de se situer. Oui. Puis parler aussi de qu'est-ce que c'est un cancer. J'ai souvent des questions des gens qui me demandent pourquoi ça existe. C'est-tu vrai qu'on en combat tous les jours? Donc, c'est bien sûr intéressant, en fait, d'en parler aussi. Quelques statistiques. Écoute, on évalue que c'est 27 400 femmes environ qui vont avoir un diagnostic de cancer du sein durant l'année, Aïe, aïe, par année. par année Oups, au OK. Canada. Oui, c'est beaucoup. 5 100 environ vont en mourir. C'est 13 des décès de tout type de cancer confondus. Le cancer du sein, il y a 25 des cas de cancer chez la femme. Il y en a quelques-uns. Il y a des cas chez l'homme aussi. En fait, c'est quand même rare, cependant. Là. Tu sais, Oui. quand on parle de... Si on compare, en fait, la femme, là, on parle de 27 400 cas au Canada par année. Chez l'homme, ça va être 240 pour tout le Canada au complet. OK. Fait que c'est rare chez l'homme. Ça peut être, entre autres, relié à des problèmes génétiques, parce que dans les risques, les facteurs de risque, on va le voir tantôt, je vais en parler. Mais la génétique en est un. En fait, il y a des mutations qui sont très bien connues, là, qui augmentent les risques de cancer du sein, autant chez l'homme que chez la femme. Ceci dit, qu'est-ce qu'un cancer? En fait, parce que un cancer, avant tout, c'est défini comme une masse de cellules. C'est une excroissance de cellules dans un tissu, dans une partie du corps, qui habituellement n'est pas reliée à de l'inflammation. OK. Autrement dit, c'est une augmentation du volume d'un tissu qui est due à de la division cellulaire, qui sera pas nécessairement cancéreuse. Donc, une tumeur peut être ce qu'on appelle bénigne. Oui. Donc, c'est pas une tumeur cancéreuse. Comme par exemple un grain de beauté, un kyste, des verrues, c'est des tumeurs en tant que telles. OK. Mais c'est ce qu'on appelle des tumeurs bénignes quand c'est pas des cellules cancéreuses, c'est des tumeurs malignes quand c'est des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui malheureusement ont perdu leur raison d'être et ils vont se développer, croître en fait sans aucun contrôle. Et malheureusement, la raison pour laquelle ça existe, entre autres, c'est que d'un point de vue biologique, on est tous issus d'une seule cellule qui avait la capacité de créer n'importe quel type de cellule dans le corps humain. OK. C'est fascinant quand on y pense, en fait, que comme la raison, Daniel, pour laquelle tu as des cheveux sur la tête et non pas dans l'intérieur de la bouche, ouais, c'est que les cellules sur le dessus de ta tête, ils ont compris qu'ils sont supposés de faire des cheveux. OK. Et donc, les cellules, ils apprennent la région du corps à laquelle ils appartiennent, quel est leur rôle biologique dans l'organisme au complet. Mais techniquement, toutes les cellules ont la capacité de faire tout type de tissu du corps humain OK. et d'être présentes donc à n'importe quel endroit. Les tumeurs vont se développer lorsqu'il y a un dérèglement, justement, de leur raison d'être, de leur différenciation. On appelle ça de la différenciation cellulaire, hein, ce qui permet à une cellule de la peau d'être typique de la peau et non pas d'être une cellule musculaire ou d'être une cellule osseuse. OK. C'est de la différenciation cellulaire. Elles vont perdre leur rôle à jouer dans l'organisme, puis là, ils vont se mettre à se développer, soit à faire un autre type de tissu, ou soit à faire des masses cellulaires qui ne correspondent pas à aucun type de tissu du corps humain, là, qui sont tout simplement donc des cellules cancéreuses. C'est des cellules qui ont une mauvaise structure, qui vont mal s'organiser, mais qui vont se diviser en fait sans contrôle. C'est là qu'on va avoir justement le développement d'une tumeur. Mais qu'est-ce qui cause en tant que tel ce dérèglement-là? Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça le problème. Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer le dérèglement, dont l'usure en tant que telle, donc qui peut être relié à l'âge, entre autres, les Ouais. mutations à l'ADN. Ça peut être relié à toutes sortes de facettes, comme entre autres, celle qu'on connaît le mieux, c'est probablement les rayons UV, l'exposition au soleil qui va augmenter les risques de cancer de la peau, parce que Ouais. là, justement, la peau est exposée. Tu vas avoir des mutations à l'ADN qui vont causer des cancers. La toxicité de certains produits chimiques, les pesticides, les nettoyants, les médicaments, ça, je le répète souvent, il y a des gens qui ne réalisent pas que quand on utilise des pesticides à la maison, tant qu'à moi, c'est complètement à éviter, là. Je veux dire, on utilise des poisons dans notre environnement, Ben près oui. de Ben oui. nous, qu'on risque d'être en contact avec. Écoutez, essayez d'éviter ça le plus possible, ça va. Les problèmes métaboliques qui vont nuire au bon fonctionnement cellulaire, l'inflammation et l'incapacité du système immunitaire à détruire des cellules endommagées. Et certaines prédispositions génétiques. La question de la capacité du système immunitaire, c'est intéressant. C'est un peu comme quand souvent on tombe malade durant notre vie dû au fait qu'on était très fatigué, on a travaillé très fort ou encore on a vécu des situations très émouvantes, puis
On est venu très fatigué, puis là, on a attrapé le rhume ou la grippe, puis là, on a été très malade. On fait souvent le lien avec le fait que j'étais fatigué ou j'étais très stressé, puis je suis tombé malade, j'ai attrapé quelque chose. Ouais. C'est notre système immunitaire qui est affaissé, finalement, puis qui va baisser la garde, et il va se laisser être contaminé. Dans le cas du cancer, c'est un peu la même chose. Hein. J'avais une dame, Daniel, lors d'une des dernières conférences que j'ai données, entre autres en fin de semaine, samedi, à la conférence sur les 10 commandements de la longévité. J'ai une madame qui a demandé, il a posé la question, c'est-tu vrai que on combat constamment des cancers, en fait? Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Le corps humain a beaucoup de mécanismes pour nous se défendre, en fait, et empêcher les cellules, justement, de se dérégler et de se diviser, en fait, sans contrôle. Il y a des mécanismes intracellulaires, comme la protéine P53 qu'on appelle, qui est un mécanisme de défense contre le cancer. Si une cellule devient trop endommagée, automatiquement, il y a un mécanisme qui va apparaître pour que la cellule soit détruite. C'est comme si elle va lever un petit drapeau, puis le système immunitaire va passer, puis elle va détruire cette cellule-là. Puis on va en faire un autre pour la remplacer. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Le problème, c'est quand ça se fait pas. Ben c'est ça. Fait que là, il y a comme deux étapes. C'est que d'un côté, si ces mécanismes-là, en fait, cellulaires, ne se font pas, ou de l'autre côté, si le système immunitaire est affaissé, puis qu'il ne réagit pas lorsqu'il y a une cellule qui devient cancéreuse, là, c'est possible qu'on en laisse passer un. Et là, malheureusement, s'il commence à se développer puis que le système immunitaire n'a pas réagi assez vite, c'est la même chose que pour une infection. C'est la même chose même pour le virus actuel. Hein. Quand le système immunitaire ne réagit pas assez vite, c'est là qu'il a le temps de s'implanter, en fait, puis de causer beaucoup plus de problèmes. Donc, c'est la même chose pour le cancer. Maintenant, donc, les éléments qui vont augmenter les risques, qui vont augmenter les chances, les facteurs de risque dans le cas du cancer du sein, avant tout, il y en a 10 des facteurs de risque importants dans le cas du cancer du sein que je peux vous mentionner ce matin. Avant tout, le fait d'avoir eu déjà un cancer. Donc, c'est un facteur de risque parce que là, il y a beaucoup de cas de récidive, malheureusement. Avoir les seins denses, ça aussi, c'est relié, en fait, à l'augmentation des risques. La consommation d'alcool, l'obésité, le travail de nuit. Ah oui. Oui. Le cas du travail de nuit, c'est très clair aussi, en fait, puis ça a été vu, entre autres, dans des cohortes d'infirmières, malheureusement. Et ça serait probablement relié, entre autres, à l'effet protecteur de la mélatonine. Fait que, puis il y a deux phénomènes. Quand on parle de l'effet protecteur de la mélatonine, c'est relié aussi au cycle qu'on appelle circadien. C'est que le cycle de 24 heures biologique qui va réguler la température corporelle, la production des hormones, même l'appétit en tant que tel, est relié à la production de mélatonine. Et les gens qui travaillent de nuit, en fait, ils n'ont pas le pic d'augmentation de mélatonine quand ils essayent de dormir le jour. Ça fait que le cycle est déphasé. Oui, c'est ça. Probablement qu'une bonne habitude pour eux, ça serait d'en prendre de la mélatonine le jour. Ou encore de prendre un produit comme Vitali Sommeil qui contient justement de la mélatonine le jour quand ils dorment, juste avant de dormir, justement, pour rephaser le cycle circadien. Et profiter des bénéfices, parce que du même coup, le cycle circadien va amorcer aussi tous les mécanismes de maintenance et de réparation. Donc, il y a des moyens de prévention, il y a des moyens de prévenir tout ça, puis de se dire, bon, ben OK, il manque tel truc dans mon organisme pour empêcher que je sois malade, puis il faut que j'y aille recours. Réduire les risques de développer un cancer. Effectivement, si on regarde les autres, parce que là, j'en ai nommé quand même 4-5, en fait, le travail de nuit, les problèmes de sommeil augmentent aussi les facteurs de risque. Donc, probablement que le travail de nuit, les problèmes de sommeil peuvent être aussi reliés. Les contraceptifs oraux augmentent les risques de développer des cancers du sein. Les antécédents familiaux. La question des antécédents familiaux, c'est que c'est à la fois de la génétique et des habitudes de vie. Parce que généralement, les gens d'une même famille ont le même genre de culture. Ça fait que malheureusement, ça va augmenter le risque pour des questions multifactorielles. Donc, puis il y a entre autres le tabagisme là-dedans, qui peut être un cas. La génétique, c'est 5 à 10 des cancers du sein qui seraient d'incidence génétique, reliés en grande partie aux mutations des gènes BRCA1, BRCA2. C'est possible de se faire tester. Donc, les gens qui sont porteurs des mutations ont jusqu'à 85 plus de risques. Ah oui, aïe, OK. C'est possible de se faire tester. Il y a le Centre Rose à Québec. Donc, vous pouvez le taper sur Internet. C'est assez simple, qui fait des tests d'analyse génétique. Dans mon cas, en fait, moi, mon frère, ma soeur, on s'est fait tester parce qu'il y a des cas dans ma famille. OK. Puis on a des enfants. On voulait savoir, en fait, si nos filles pourraient être porteuses aussi. Mais probablement, mon père est décédé. Ça fait qu'on ne pouvait pas tester mon père. Mais ça vient de la famille à mon père. OK. Mais probablement, mon père n'était pas porteur parce qu'on n'a aucun des enfants qui est porteur. OK. Mais c'est important. Ça peut, évidemment,
révéler bien des choses de passer ces tests-là. Là. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est. Je suis pas un grand fervent des tests génétiques parce que je trouve que ça augmente le stress. Puis qu'on peut toujours prendre la décision tous les jours, de toute façon, de faire de la prévention, même si on ne sait pas le résultat. Et dans le cas du BRCA1, BRCA2, en fait, c'est que l'incidence est tellement importante, ce que ça donne au bout de la ligne est tellement important que ça vaut la peine, en fait, de se faire tester s'il y a des cas dans votre famille. Et le dernier point, c'est l'utilisation de l'hormonothérapie substitutive. En fait, c'est que les hormones, pour les femmes qui ont des problèmes de symptômes de ménopause, il y a différents types d'hormones, en fait, qui sont utilisées. C'est vrai que les hormones bioidentiques ne causeraient peut-être pas de risque. C'est tous les autres types d'hormones, en fait, qui augmentent les risques de cancer du sein. Mais il faut savoir qu'il y a des alternatives. Donc, d'un côté, tu as les hormones bioidentiques, mais il y a aussi des produits de santé naturelle, comme Vitali Ménopause, qui peuvent être utilisés pour les symptômes, justement, de la ménopause. Donc, dans la réduction des risques, Daniel, Oui. c'est assez simple. Il y a beaucoup de facettes qui sont reliées aux habitudes de vie. Comme on en parle couramment ensemble habituellement, je peux même te mentionner justement que la diète méditerranéenne a un gros impact. En 2019, il y a une étude qui a souligné que la consommation d'oignons et d'ail réduirait les risques de cancer du sein. Ah oui. Oui. Et c'est connu depuis longtemps, justement, je parlais de la diète méditerranéenne, là, c'est que les gens qui adhèrent particulièrement bien à la diète méditerranéenne ont des niveaux aussi de cancer du sein beaucoup moins élevés. Mais tu sais, quand tu sais ça, là, me semble que tu mets toutes les chances de ton bord. Ben oui, écoute, il y a beaucoup de choses, là. C'est que l'activité physique, en fait, Dr Béliveau en a beaucoup parlé aussi, hein, l'activité physique, même la consommation d'isoflavones de soya. Les isoflavones de soya ont été longtemps suspectés pour augmenter possiblement les risques, mais c'était des résultats de laboratoire. Ce qu'on observait dans la population, en fait, c'est que les femmes asiatiques qui mangent beaucoup de fèves de soya ont moins de cancer du sein. Ah oui. Et depuis, on s'est rendu compte, en fait, que les isoflavones de soya ont un effet protecteur sur les cancers du sein, y compris même les cancers hormonodépendants, parce qu'ils vont compétitionner pour le récepteur de la même façon que le médicament qui est utilisé pour réduire l'impact des hormones chez les cancers hormonodépendants, le tamoxifène, en fait, c'est le même mécanisme d'action. Les isoflavones de soya vont réduire les risques, finalement, même pour les cancers hormonodépendants. Donc, c'est facile de mettre la main là-dessus et d'incorporer ça à son menu, là. Oui, effectivement. Les fèves de soya sont quelque chose d'extrêmement bon pour la santé. Ça ajoute beaucoup de protéines aussi de la même façon, puis beaucoup d'isoflavones naturels. Fait que, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, de faire attention à son sommeil, l'activité physique, des facettes au niveau de l'alimentation, ça va de soi. Puis même, même en passant, pour celles qui seraient affectées par un cancer du sein, c'est important de savoir qu'on a un taux de survie 4 fois supérieur chez les femmes qui ont des gros cercles d'amis. OK. La vie sociale a un très, très gros impact, en fait, sur le taux de survie du cancer du sein. C'est fort intéressant. Puis ça, c'est une étude canadienne. Là. Je pense que c'était 44 000 femmes qui ont été c'est important suivies. de savoir ça. C'est intéressant de savoir ça aussi. Alors que la vie sociale a repris son cours, là, pas mal pour bien des gens, là. On a été privés de ça depuis 1 an et demi, là. Oui, et la vie sociale de qualité avant tout, bien sûr, c'est important d'y porter attention. Alors, si on veut plus de détails, évidemment, on va sur le site de Vitali. Oui, le blog de Vitali, en fait, à vitali.ca, vous allez trouver une très, très grande quantité d'informations, beaucoup d'articles, puis plus de 25 collaborateurs qui vous donnent, en fait, des informations de qualité à toutes les semaines. Excellent. Éric Simard, c'est toujours un grand bonheur et on se couche toujours moins niaiseux. Merci, Daniel. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt.